Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le gouvernement burundais ne devrait pas enfoncer le couteau dans la plaie des victimes des massacres qui ont endeuillé les familles. Ceci est en substance la réaction du politique Frédéric Bambouli-Nyumvila après que les victimes de 1993 aient été interdites de se recueillir sous les tombes de leurs, et ce, depuis 3 ans. Perturbation de la distribution des vivres destinés aux sinistrés de Gatumba par les Imbonirakouré, aidés par le chef de la dite zone. Résultat, les victimes des récentes inondations n'ont pas pu bénéficier de leur aide. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de la résiliation du contrat de rénovation du stade FFB confié à la société Toyota par Gitega. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le régime du CNDD-FDD n'a pas le pouvoir d'empêcher les familles qui ont perdu les leurs dans les massacres de 1993 d'aller se recueillir sur leur tombe. Réaction faite par le président de la coalition Sephora Roucha à ce moment où il y a des familles dont les enfants ont été assassinés au lycée Kibimba mais qui viennent de passer 3 ans sans autorisation d'aller déposer des gerbes de fleurs sur leur monument. Frédéric Bambouli-Nyumvila conseille alors au gouvernement du Burundi de se ressaisir et se rappeler que les Burundais vivent avec des blessures suivies. Pour moi, quiconque a perdu le sien, Hutu Tutsi confondu, il a le droit d'aller sur la tombe du sien pour se recueillir là-bas, pour lui déposer une gerbe de fleurs. Je crois que ça c'est le minimum. On ne peut pas dire que tel est mort et que tu n'as pas le droit d'y réserver un peu de temps pour te recueillir absolument à sa tombe et y déposer une petite gerbe de fleurs. 2, vous avez posé aussi la question de savoir ce qu'avait prévu Arusha. Arusha croyait qu'il était possible qu'on puisse se réconcilier comme peuple, comme ethnie et accepter de marcher ensemble dans une vision nationale. La proposition qu'on avait faite était qu'on puisse accepter un endroit où l'on pouvait ériger un monument, où tout le monde pouvait se recueillir chaque fois que de besoin. Mais voilà que il y en a qui ont rétorqué en disant non, le mien est tombé là-bas, je dois aller là-bas. Alors on n'a pas empêché que quiconque a perdu le sien puisse aller à sa tombe, pour autant qu'il sache que c'est à sa tombe qu'il puisse se recueillir à sa tombe. Seulement on a dit, il faut qu'il y ait un monument national de reconnaissance. Alors on constate qu'il y a justement les gens de Kwiwuwu, des élèves qui ont été tués là-bas, des élèves Tutsi, dont les parents réclament qu'ils puissent aller se rencontrer là-bas à leur tombe. Je ne crois pas que ça puisse causer un problème quelconque, parce que chaque fois qu'on a fait, ça n'avait jamais causé de problème. Maintenant que le pouvoir en place puisse dire non, c'est impossible, on doit savoir pourquoi le pouvoir puisse empêcher les gens à se recueillir à la tombe de leurs enfants. Je crois que quelque part, ça devient inhumain, parce que l'humanité exige que si tu as perdu quelqu'un là-bas et que tu reconnais l'endroit, tu as le droit d'y rendre et de te recueillir là-bas et d'y poser une gerbe de fleurs. Voilà, ce que je peux conseiller donc à l'État, c'est que des gouvernements viennent et passent. Mais ce qui est important, c'est d'accepter que les Burundais, nous sommes adonnés aux violences et que nous avons perdu, nous avons sacrifié nos frères à la table de la division. Maintenant, ce qu'il faut accepter, c'est de reconnaître les torts et absolument de permettre à tout le monde d'aller se recueillir à la tombe du sien. Deuxième conseil, c'est m'adresser aux Burundais de comprendre que nous devons dépasser ce qui nous est arrivé pour chercher à créer un espace vital
pour nos générations futures. Sécurité à présent, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas d'assassinat dans le pays. Au cours de la semaine écoulée, les corps des victimes ont été découverts dans les provinces Chibitoke et Mngaro. Les détails avec Eric Nyonzima. Parmi les 3 personnes assassinées au cours de la semaine dernière figurent des corps qui ont été retrouvés pendus sur un arbre d'Azencha sur la colline Ezone Buzirasazi en commune Mugui de la province Chibitoke mercredi dernier. Nos sources en Mugui indiquent que les victimes avaient des traces de machettes sur les corps. Les administratifs en commune Mugui ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. Le même mercredi, le cadavre d'un enfant, Dino Dalfred Nirameva, âgé de 13 ans, a été découvert dans la rivière Kaniga qui sépare les collines Bugera et Gasinga de la commune d'Ava en province Mngaro. Nos sources en Dava indiquent que la victime a été tuée à l'aide de gourdes. Selon toujours nos sources, la victime était introuvable depuis 4 jours. Eric Nyonzima, et puis des cas de vol se manifestent de plus en plus ces derniers jours en zone Mukungu. Nous sommes en commune Nyanzalak de la province Makamba. Les habitants de cette localité indiquent que la pauvreté serait la cause de la recrudescence de ces cas de vol. Les détails avec Dani Claire Ilatkoumv. Des habitants de la zone Mukungu située en commune Nyanzarake ont dit à la RPA qu'ils mènent une vie difficile suite au cas de banditisme dans les champs devenus légiaux ces derniers jours. Les champs de manioc sont les plus menacés actuellement, comme l'indiquent un des habitants de Mukungu, qui cite aussi certains camps récents. Mardi passé, en date du 17 octobre, un habitant de Mukungu qui avait planté des maniocs dans son champ qui mesure environ 2 hectares sur la colline appelée Ngombe a découvert le matin que son champ avait totalement vidé. Un autre cas de vol a été signalé sur la colline Lukambas, plus précisément dans la localité dénommée Namba. Là-bas, les voleurs ont même épluché les maniocs sur place et sont partis. La famine et la pauvreté qui se manifestent chez la population seraient la cause derrière l'accentuation des vols dans la zone de Mukungu, selon certains habitants. Au fait, cela est dû à la famine qui ronge actuellement la population. Pour la majorité des familles, elles vivent une pauvreté sano et décident d'aller commettre des vols dans les champs d'autrui. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de Mukungu sollicitent l'intervention de l'administration pour couper court à ces cas de banditisme. La RPA n'a pas encore réussi à joindre les administratifs dans cette localité pour recueillir les réactions. Je vous le disais en titre, plus de 1800 personnes victimes des inondations survenues en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi qui attendaient l'aide du PAM sont rentrées bredouilles suite à la perturbation de cette activité par le chef de cette zone. Ce dernier a mobilisé un groupe d'Ibonelakoulé pour empêcher ces sinistrés à prendre cette aide, arguant que le prix de vente fixé par les fournisseurs serait exorbitant, ce que réfutent ces agents du PAM qui expliquent que le chef de la zone Gatumba a agi ainsi pour ses propres intérêts. Le point avec Onésime de Chimagit. Les victimes des inondations de Gatumba qui figurent sur les listes des bénéficiaires de cette aide du PAM s'élèvent à 1860 personnes. Alors qu'ils étaient ce lundi sur les files d'attente pour recevoir cette assistance, ils ont été surpris du comportement du chef de la zone Gatumba, Jean Muyoboke, qui a mobilisé un groupe d'Ibonelakoulé pour suspendre cette activité. Il reproche aux sociétés qui étaient sur place pour la distribution de ces vivres d'avoir fixé des prix exorbitants. Les bénéficiaires de cette aide avaient sur eux des jetons octroyés par le PAM contenant chacun un montant de 150 000 francs burundais, avec lesquels ils reçoivent l'équivalent en vivres, explique cet habitant de la zone Gatumba qui était sur place. Chaque sinistré a reçu une carte contenant 150 000 francs burundais, grâce à laquelle il devrait recevoir l'équivalent en vivres auprès des sociétés de commerçants qui ont gagné le marché de distribution de ces vivres. Ces sociétés conservent ces cartes et vont demander d'être payées auprès du PAM. Cette activité était auparavant supervisée par les administratifs, dont l'administrateur et le chef de zone, et il gagnait quelque chose. Le chef de zone rentrait avec une somme de 200 000, 300 000 ou même 500 000 sur lui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui car ils ne sont pas concernés. Les sociétés ont sur place leurs propres agents qui supervisent cette activité. C'est plutôt cela qui aurait frustré le chef de zone et qui l'aurait poussé à agir de la sorte. Que ce soit les bénéficiaires de cette aide ou les agents distributeurs ne comprennent pas le comportement du chef de la zone Gatumba, Jean Muyoboke. Ils estiment qu'il a agi de cette façon pour ses propres intérêts.
Ces agents distributeurs de ces vivres affirment qu'ils ont respecté les prix qui ont été fixés par le PAM conformément aux prix officiels. Comme nous l'avons constaté sur les listes, un kilogramme de riz communément appelé Mutanzania était vendu à 4 450 francs burundais. Le haricot communément appelé Kinure à 3 600 francs. Les grains de maïs à 2 600 francs. La farine de maïs à 3 000 francs. La farine de manioc à 2 900. L'huile de coton à 10 000 francs burundais. L'huile de palme à 8 000 francs burundais et un kilogramme de sel à 1 350 francs burundais. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean Moyoboke, le chef de la zone Gatumba, pour de plus amples éclaircissements, mais sans parvenir. Onésime Dushimagidze, l'espace qui abritait dans le temps le stade de la Fédération de football du Burundi, FFB en sigle, est devenu aujourd'hui une forêt. Cet espace constitue un dépotoir, mais aussi ressemble à une toilette publique, en plus de servir de cachette aux malfaiteurs. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. L'espace qui abritait le stade de la Fédération de football du Burundi, FFB, est aujourd'hui clôturé à l'aide des tôles qui pourrissent pour la plupart. À l'intérieur, on dirait une aire protégée. De gros arbres et l'herbe y ont gagné du terrain. L'espace est également devenu un dépotoir, mais aussi une latrine publique, comme le témoignent certains des habitants de la capitale économique. L'espace où a été construit l'ancien stade FFB, c'est un des espaces oubliés. Cet espace constitue aujourd'hui une forêt d'arbres et d'herbes. Cet espace, c'est tout simplement une forêt. L'espace est clôturé à l'aide des tôles, comme on l'a fait à l'ex-marché central de Bujumbura. Aucune activité à l'intérieur. Il y a seulement un boisement et des arbres. À l'extérieur de la clôture, on y a érigé un dépotoir, mais aussi le lieu a été transformé en toilette publique. À part que l'espace pourrait être le refuge de certains animaux, il pourrait également être le refuge des malfaiteurs. Le lieu est une véritable forêt. Il peut donc servir de cachette pour les enfants de la rue qui en ont toujours fait un lieu de repli en cas de forfait. Cependant, je suis sûr que qu'il ne peut pas manquer des serpents à cet endroit. Il serait difficile pour un être humain d'y passer la nuit. En 2013, le gouvernement burundais a vendu cet espace à la société Toyota Burundi. Le contrat de vente a été signé le 8 février 2013. Le prix d'achat était de plus de 4 milliards. Il était prévu que Toyota Burundi y érige un hôtel qui devrait comporter 2 tours jumelles de 15 niveaux chacune. Le complexe allait également avoir une salle de conférence aux normes internationales, un parking souterrain d'une capacité de 500 véhicules et un parking réservé au transport en commun. 10 ans après, rien n'y a été construit. Merci à toi Marie-Ange Ilakoze. Et à propos justement de ce stade, le gouvernement burundais a décidé d'annuler le contrat de vente de cet espace lors du Conseil des ministres du 18 octobre dernier. Selon le gouvernement burundais, il s'est avéré que le seul objectif de Toyota Burundi n'était que la destruction et le pillage de certains matériaux dans l'ancien stade de la FFB. Le gouvernement burundais recommande donc à la société Toyota Burundi de remettre le stade à l'état dans lequel il était lors de la vente. Suivez plutôt Prosper Naogwamiye, il est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. Le ministère a mis en place une commission qui s'était faite épauler par d'autres structures de l'État habilitées. Cette commission a inventorié les dommages et les pertes causées à l'État du Burundi par Toyota Burundi, qui sont les suivants. Coût des constructions démolies, les entrées du stade, préjudice pécuniaire en termes de recettes fiscales et non fiscales, dédommagement moral, les consommations en eau non facturées. La note présentée demande au Conseil des ministres
d'entériner la résiliation du contrat entre l'État du Burundi et Toyota Burundi, intervenu le 24 mai 2022, entériner l'annulation du titre de propriété établi au nom de Blue Tanganyika, intervenu le 25 mai 2022, exiger à Toyota Burundi de payer le préjudice subi par l'État burundais en termes de recettes fiscales et non fiscales, ainsi que le dédommagement moral, se prononcer sur la proposition de résolution à l'amiable émise par Toyota Burundi. Après analyse et débat sur cette note, le Conseil des ministres a formulé les observations et les recommandations suivantes. Le contrat a déjà été résilié et le titre de propriété a déjà été annulé. La résolution à l'amiable n'est plus à l'ordre du jour. La société Toyota Burundi avait une intention de nuire car elle n'a fait que de démolir l'infrastructure pour récupérer les matériaux et les utiliser sur un autre chantier. Il faut revoir la valeur de l'infrastructure détruite ou exiger à Toyota Burundi de remettre l'infrastructure dans l'état où elle était avant la vente. Il faut exiger à Toyota Burundi de payer le manque à gagner subi par l'État et réparer le préjudice moral subi. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 23 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.